Je me présente. Mon nom est Céline Bouffard. Je suis l'animatrice de la communauté de pratique Proche Aidance. C'est une communauté de pratique qui a pour but de favoriser une offre de service pour favoriser le soutien et la pleine reconnaissance des personnes proches aidantes dans les CIS et les CIUS. C'est dans ce cadre, ce contexte, je peux vous dire qu'on accueille aujourd'hui notre conférencier pour ce webinaire qui porte sur le soutien des personnes proches aidantes dans leur établissement en santé mentale. François, je dois lire les quelques lignes sur toi parce que là, je m'en voudrais de mal te présenter. Donc, François Lozier-Jobin possède une maîtrise en travail social de l'Université de Sherbrooke et un doctorat en psychologie communautaire de l'Université du Québec à Montréal. Ayant œuvré d'abord comme intervenant psychosocial en santé mentale et auprès des jeunes en situation d'itinérance, François a acquis une expérience dans le milieu universitaire comme chargé de cours et auxiliaire de recherche à l'Université de Sherbrooke et l'Université du Québec à Montréal. Il est maintenant professionnel de recherche au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Bon, voilà, le tableau est là. Avant de laisser la parole à notre conférencier, je vous rappelle un peu nos formules. On se fait un 40-45 minutes de présentation et ensuite de ça, bon, là, j'ouvre vos micros, j'ouvre vos caméras et on aura une période de questions là, de 15-20 minutes là, selon la présentation. Donc voilà, vous allez voir, là, je vais vous mettre dans le clavardage là, quelques consignes techniques là, pour ceux qui ont des questions un peu plus sur le téléchargement, les PowerPoint et tout ça. Donc, François, je me tais, je ferme ma caméra et je te laisse la parole. Bon webinaire! Parfait, merci beaucoup Céline. Bonjour tout le monde, donc bienvenue à la présentation qui s'intitule Le soutien des proches dans le rétablissement en santé mentale. Céline, tu m'as déjà bien présenté. Là, dans le fond, peut-être juste insister sur le fait, dans le fond, que j'ai fait ma thèse avec Janie Houle en psychologie communautaire à l'UQAM, que je suis travailleur social et puis que je suis coordonnateur au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale des jeunes ici à l'Université de Sherbrooke. J'ai aussi, en termes d'intervention, fait plusieurs évaluations de programmes multisites, autant en milieu communautaire qu'en milieu public, là, etc. Donc, la présentation d'aujourd'hui, en fait, les résultats de la présentation s'inscrivent vraiment dans ma thèse, dans le fond, qui visait à regarder c'était quoi le rôle des relations interpersonnelles dans le rétablissement en santé mentale. Donc, on va partir de là. Une première chose qu'on peut dire, c'est que les troubles de santé mentale sont très fréquents. Donc, on a différentes prévalences, là, mais si on se donne quelques chiffres, on peut dire qu'il y a à peu près 2 des personnes qui vont vivre avec un trouble bipolaire, 12 avec un trouble dépressif, puis 11 à 12 avec un trouble anxieux. On dit aussi que ces trois troubles-là réunis ensemble représentent près de 60 de la clientèle des services en santé mentale. Les troubles de santé mentale ont différentes conséquences, notamment dans la vie des individus, avec la détresse psychologique, diminution de la qualité de vie, diminution du fonctionnement aussi dans différentes sphères de vie, mais aussi chez les proches. Donc, les proches de personnes vivant avec des troubles de santé mentale vont présenter des plus hauts niveaux de stress, des plus hauts niveaux de détresse, de symptômes dépressifs, d'épuisement, de maladies physiques aussi, mais aussi pour l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'on va avoir une perte de productivité qui va être associée aux troubles de santé mentale, à la proche aidance aussi en termes de diminution des heures travaillées, etc. Malgré ce portrait peut-être un peu sombre, c'est important de dire que la recherche offre quand même un message d'espoir dans le sens qu'il est possible de se rétablir d'un trouble de santé mentale. Puis même quand on regarde les études longitudinales les plus récentes, s'ils ont une suffisamment longue période de temps, on s'aperçoit que non seulement c'est possible de se rétablir, mais aussi que c'est l'issue la plus probable du cheminement des différentes personnes. Qu'est-ce qu'on entend par rétablissement? Bien, historiquement, quand on parlait de rétablissement en santé mentale, on parlait d'un rétablissement qui était clinique, donc rémission au niveau des symptômes psychiatriques, amélioration du fonctionnement. Ici, on va parler beaucoup plus du rétablissement dit personnel, qui est associé tout au mouvement du rétablissement, là, notamment aux États-Unis, au Canada, mais aussi partout dans le monde. Donc, le rétablissement personnel, c'est le processus par lequel la personne surmonte et dépasse les difficultés rattachées à son trouble de santé mentale pour vivre une vie pleine, entière et satisfaisante.
On pourrait aussi parler de l'approche du rétablissement. Par exemple, le dernier plan d'action interministériel en santé mentale se situe dans une logique de services axés sur le rétablissement. C'est donc d'utiliser un ensemble de principes associés au rétablissement personnel pour la mise en place des politiques, des services, mais aussi de la recherche, comme pourrait l'être dans le fond ma recherche de thèse. On a eu différentes recherches qui sont allées regarder c'est quoi les facteurs qui favorisaient ou qui nuisaient au rétablissement personnel. Parmi ces facteurs-là, on nomme souvent, dans le fond, la relation avec les autres. Fait qu'ici, sur votre droite, vous avez un tableau qui est issu de l'EMI et collaborateurs, qui était une recension des écrits. On voit qu'il y a près de 8 études sur 9 qui, quand ils sont allés regarder c'était quoi les facteurs qui favorisaient ou qui nuisaient au rétablissement, ont ressorti une dimension qui avait rapport avec la relation aux autres. Malheureusement, c'était une dimension qui était beaucoup moins étudiée en elle-même. C'était souvent un petit morceau d'une plus grande étude. Donc, nous, on a choisi pour la thèse de vraiment aller se concentrer sur ces relations-là. Donc, on est allé regarder les relations avec les proches, mais aussi les relations avec les intervenants. Aujourd'hui, je vais me concentrer beaucoup sur, surtout sur la relation avec les proches. Donc, quand on regarde la littérature qu'on avait à l'époque, donc pour la relation avec les proches, on va dire que la qualité du soutien social est liée à de nombreux bénéfices. Amélioration de la qualité de vie, amélioration du rétablissement, etc. Donc, on avait un lien statistique qui avait été établi entre la qualité du soutien social d'une personne en rétablissement et puis son rétablissement personnel. Mais plusieurs auteurs nommaient qu'il manquait les mécanismes. C'est quoi qui expliquait cette relation-là, donc entre la qualité du soutien social et puis le rétablissement? On avait des recherches qualitatives qui avaient été faites super intéressantes, mais souvent qui partaient d'une logique inductive, donc qui partaient vraiment de l'expérience vécue des personnes en rétablissement, puis qui venaient un peu théoriser, chacun à leur propre manière, ce que les personnes en rétablissement avaient dit. Sans que ce soit le but de la rencontre d'aujourd'hui, juste dire qu'au niveau de la relation avec les intervenants, on avait sensiblement la même chose. Donc, la qualité de la relation dite thérapeutique a de nombreux bénéfices. On avait un lien statistique établi entre la qualité de la relation et le rétablissement, mais il nous manquait encore des informations quant au mécanisme d'action ou le mécanisme de changement entre la relation dite thérapeutique et puis le rétablissement. Finalement, encore une fois, pas nécessairement ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, mais une autre des lacunes qu'on avait observées, c'est que, dans le fond, la relation avec les proches et la relation avec les intervenants avait très peu été comparée empiriquement. Donc, elle avait été faite théoriquement, donc des auteurs qui avaient réfléchi à ça, mais sans nécessairement aller faire une comparaison avec des données scientifiques. Aussi, souvent, les recherches se basaient seulement sur l'opinion d'une des parties prenantes, donc seulement l'opinion des personnes en rétablissement, ou juste l'opinion des proches, ou juste l'opinion des intervenants. Alors que nous, ce qu'on est allé faire, c'est vraiment d'essayer de croiser ces différentes perspectives-là. Et finalement, comme vous l'avez entendu, il y avait un manque d'explication quant au mécanisme. Donc, nous, en recherche, puis si ça vous intéresse, je vous en parlerai plus, on est allé s'appuyer sur le réalisme critique pour définir ce qu'on entendait par un mécanisme. Donc, pour nous, un mécanisme, c'est comme une petite théorie qui explique comment les processus vont entraîner des effets dans un contexte donné. Donc, les processus relationnels vont entraîner un effet sur le rétablissement en santé mentale dans un contexte donné, donc dans un ensemble de circonstances et de caractéristiques individuelles, relationnelles et sociales. Donc, les objectifs de ma thèse, c'était d'aller décrire d'abord les mécanismes avec les proches qui favorisaient ou qui nuisaient au rétablissement. Donc, ça a amené à la publication d'un premier article dans Qualitative Health Research. On a eu un deuxième article qui a été soumis là, par rapport à la relation avec les intervenants. Et finalement, un troisième article qui a été publié où on compare les ressemblances et les différences dans la relation entre un proche et la relation avec un intervenant. Donc, les relations dites informelles puis les relations dites formelles. Donc, en termes de méthode, c'était une étude transversale qualitative où on est allé faire des triades d'entrevues individuelles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par approcher les personnes en rétablissement et puis on a vérifié qu'ils répondaient bien à nos critères. Et puis, à la fin de cette petite entretien téléphonique-là, on leur demandait « C'est qui la personne qui t'a le plus aidé dans ton rétablissement? » S'il me nommait un proche, par la suite, je disais « OK, puis est-ce qu'il y a un intervenant qui t'a particulièrement aidé? » S'il me nommait un intervenant, je disais « OK, qui est le proche qui t'a le plus aidé? » Par la suite, on obtenait l'autorisation d'aller communiquer avec ces deux personnes-là, puis on allait obtenir leur autorisation de participer, puis on faisait des entrevues individuelles avec chacun d'eux, mais vraiment dans une logique de triade. Donc, on analysait les données pour une triade proche, aidé et intervenant.
Les entrevues avaient deux parties. Je vais aller assez rapidement là-dessus, là, donc des questions ouvertes et des questions de relance. Mais on avait une deuxième partie qui est un petit peu plus spécifique pour pouvoir aller faire du quantitatif, mais je ne vais pas vous présenter ces résultats-là aujourd'hui. Finalement, on a fait une analyse de données qu'on appelle une analyse thématique, mais une analyse qui était plus déductive. Donc, on savait déjà certains mécanismes qu'on pensait qu'elle allaient émerger des données, puis on est allé valider si ces mécanismes-là étaient présents, tout en laissant la place à des nouveaux mécanismes de pouvoir émerger. S'il y a des questions plus sur la méthodologie, ça me fera plaisir d'y répondre, mais avec le public d'aujourd'hui, je pense qu'on va aller plus vers les résultats. Donc, aujourd'hui, je vous présente, comme je disais, les résultats, à peu près le tiers de mes résultats de thèse, donc vraiment ceux centrés sur le rôle des proches aidants dans le rétablissement en santé mentale. Donc, les participants à l'étude, on avait 10 femmes et 5 hommes au niveau des personnes en rétablissement qui avaient en moyenne 54 ans et qui déclaraient avoir des troubles bipolaires, dépressifs et anxieux. Donc, c'était ça les trois problématiques qui étaient ciblées. Au niveau des proches, on avait 9 femmes et 6 hommes, donc principalement des amis, des conjoints, mais aussi des membres de la famille, donc sœurs, pères et filles. Si je vous résume tous mes résultats d'aujourd'hui en une seule diapositive, c'est celle-ci. Donc, on est allé documenter 7 mécanismes qui favorisent le rétablissement. Il y en a 4 de ceux-ci, ceux qui sont en gris, qui correspondent aux fonctions classiques là, du soutien social, donc la camaraderie, le soutien émotionnel, la validation et le soutien instrumental. Puis, il y en a 3 autres qui sont un petit peu plus novateurs ou qui ne sont pas habituellement considérés comme des fonctions du soutien social. Donc, la première chose que nous mentionnent les personnes en rétablissement quand on leur demande mais pourquoi est-ce que ce proche-là, pourquoi est-ce qu'il était important dans ton rétablissement, ils vont nous nommer la présence. Il était là pour moi. La personne, elle est restée, puis souvent, elle est restée malgré les épreuves qu'ils ont pu traverser. Donc, une personne nous dit en riant, ben, le fait qu'il soit resté avec moi après 3 dépressions. Donc, on dit ici que la présence en elle-même est déjà un élément qui va venir contribuer au rétablissement des personnes. Pour certaines personnes, notamment les personnes plus dépressives, ça peut même devenir une raison de vivre, une raison de se battre, une raison d'être. Donc, on a une personne ici en rétablissement qui dit « Elle m'a gardé en vie », puis son proche qui dit « Ben, je pense que si je n'avais pas été là, elle ne se serait pas battue ». Paradoxalement, hein, on allait regarder, nous, beaucoup, c'était quoi la relation entre le proche et la personne en rétablissement, mais par la bande, on a été un petit peu obligé, où il y a des résultats qui ont émergé, qui sont venus documenter, bien, c'était quoi l'expérience des proches aidants aussi dans ces relations-là. Donc, bien qu'on dit que la présence, c'est le premier élément qui est nommé par les personnes en rétablissement, bien, plusieurs proches nous ont mentionné avoir pensé à quitter la relation à un moment ou à un autre. Certains ont décidé de prendre leur distance, d'autres ont pensé abandonner, quitter, mais ils sont restés. Puis, on sait que si la personne quitte à ce moment-là, bien, ça peut contribuer à un sentiment d'isolement chez la personne en rétablissement. Deuxième grand mécanisme, c'est ce qu'on appelle la camaraderie, hein, qui est une fonction classique du soutien social. C'est l'idée de faire ensemble des activités qui sont plaisantes et distrayantes. Enfin, on a ici une proche aidante qui nous dit bien, on jouait aux cartes ensemble quasiment tous les jours, puis on écoutait la télé ensemble pour pas qu'elle soit tout seule. Donc, c'est l'idée de faire des activités dites normales en dehors d'une logique santé mentale. Puis, ça peut être des activités très, très, très variées en fonction des intérêts de la personne. Ça peut aller de prendre une marche, jouer aux cartes, faire des sorties, aller magasiner, etc. Troisième grand mécanisme qu'on note assez classique aussi hein, dans la littérature sur le soutien social, c'est le soutien émotionnel. Donc, ça passe principalement par le partage des émotions positives et négatives. Mais une autre manière dont ça pouvait se manifester, c'était de montrer de la considération, de l'importance, puis de s'inquiéter pour la personne en rétablissement. Les personnes en rétablissement soulignent que non seulement il faut que la personne les considère, partage des émotions, mais il faut que cette considération-là soit communiquée. Donc, une personne en rétablissement nous dit, il faut qu'elle s'inquiète de moi, mais il faut que je le sache. Hein? Donc, dans la relation, il faut que ça soit nommé. Quand on parlait des couples ici de proches aidants, bien, une autre manifestation du soutien émotionnel, c'est tout ce qui est dans l'intimité, l'affection et puis la sexualité aussi qui peuvent avoir une forme particulière aussi là, selon les différentes problématiques de santé mentale, mais aussi selon la médication qui peut venir moduler dans le fond certaines dimensions là, au niveau de la sexualité. Au niveau des proches, ben, on a plusieurs proches qui nous ont dit que c'était très difficile
au niveau émotionnel d'être proche aidant. Donc, plusieurs ont mentionné s'être sentis démunis, découragés ou désemparés. Certains proches avaient aussi peur de se perdre dans cette aide-là. Donc, un proche qui nous dit, toi non plus, tu ne veux pas sombrer là-dedans. C'est quand même, quand tu regardes, tu es sur le gouffre, tu es sur le bord. Quatrième grand mécanisme, un peu plus différent de ce qu'on voit dans la littérature, d'habitude, c'est la communication. Donc ça peut prendre différentes formes. Hein. Donc, on sait que le simple fait de parler de ces problèmes, hein, même si on écrivait dans un journal, comme l'ont montré les études de Pennebaker, par exemple, déjà le fait d'écrire dans un journal a un effet positif sur ces problèmes. Mais le Oh, on t'a perdu un peu, François. fait de... On t'a perdu un Entendez bien, peu. Céline, excuse-moi? Peut-être recommencer ta phrase, là, le fait de... Après là, que Donc, tu aies nommé les études ouais, scientifiques, là, peut-être, oui. parfait. Fait que dans le fond, on voit que la communication se conjugue vraiment avec une écoute particulière. Donc, quand on a une écoute qui est empreinte d'accueil, d'ouverture et d'acceptation, dans le fond, c'est vraiment encore plus fort que le simple fait de se livrer. Donc, non seulement il y a le fait de parler, il y a le fait d'être écouté, mais il y a la qualité de cette écoute-là. Toute cette écoute-là et cette parole-là peuvent amener à mieux comprendre la personne, puis amène la personne aussi à se sentir plus comprise. À l'inverse, hein, les mécanismes peuvent favoriser, mais ils peuvent aussi nuire à la santé mentale. Donc, un exemple à la négative ici, ça serait que s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas de communication ou s'il n'y a pas de compréhension, mais dans le fond, selon les personnes en rétablissement, mais ça vient nuire au rétablissement. Donc, une personne en rétablissement qui dit ce que je trouve plate, c'est qu'il ne parle pas assez. Pour lui, c'est plutôt des attitudes, c'est pas vraiment verbal. C'est que des fois, ça m'agaçait, j'aurais aimé ça qu'il me parle plus. Cinquième grand mécanisme, c'est la validation. Donc, la validation, peut-être un peu plus particulier, c'est l'idée d'orienter la personne en rétablissement par rapport à la justesse ou la normalité de son comportement. Donc, ce qu'on vient voir ici, c'est plusieurs formes. Donc, la première forme de validation, c'est de souligner les efforts qui sont faits pour se rétablir. Donc, une personne en rétablissement qui nous dit, l'approche aidante, elle le reconnaît puis elle l'a partagé aussi. Elle l'a dit à ses amis, à de la famille, hey, la personne en rétablissement, il travaille fort, je le vois, il fait des lectures, il va à des rencontres de groupe, il fait ses grilles chez nous. Donc, on a la première chose qui est de souligner les efforts pour se rétablir. La deuxième chose qui est vraiment d'encourager à se rapprocher du renforcement positif de toutes les petites réussites, de féliciter la personne. Puis finalement, ben, une dernière grande catégorie, c'est d'être un peu un miroir ou un reflet de la réalité. Donc, des fois, les proches aidants se permettent de souligner des écarts à la norme ou de dédramatiser ou de confronter la personne sur certains comportements plus problématiques. Fait qu'on a un proche aidant qui nous dit, pour elle, un petit problème est très gros. Elle peut amplifier les choses. Puis bon, des fois, j'ai l'impression justement qu'elle amplifie un petit peu trop les choses. Donc, je suis porté à dédramatiser pour rendre ces problèmes-là un peu plus normaux. Au niveau du soutien tangible, on a vu qu'il y a deux formes. Donc, il y a le soutien concret dans les tâches de la vie de tous les jours, particulièrement chez les personnes qui ont des enfants. Ça va passer par aider avec les tâches domestiques, faire à manger, s'occuper des enfants. Mais on voit aussi que le soutien peut être un soutien spécifique à la problématique santé mentale en soutenant l'intervention professionnelle. Donc, les proches aidants ne vont pas venir faire une intervention, par exemple, psychologique, mais ils peuvent venir appuyer l'intervention psychologique. Donc, par exemple, une personne en rétablissement nous dit, moi, je ne suis pas gêné avec ma proche aidante de lui demander de l'aide pour faire mes devoirs des fois, puis d'essayer d'éclaircir, qu'elle essaie de comprendre tout ça, même pour essayer de me le transmettre pour que je puisse mieux comprendre. Donc, sans faire de l'intervention, les proches peuvent venir soutenir l'intervention des professionnels. De leur côté, les proches aidants rapportent se sentir laissés à eux-mêmes dans leur rôle. Donc, il y a plusieurs proches qui nous ont mentionné avoir un manque de connaissances sur cette maladie-là. Un autre proche qui nous dit il n'y a pas de mode d'emploi. Tu es un peu laissé à toi-même là-dedans pour quelqu'un qui n'a pas les outils d'essayer de gérer tout ça. Finalement, ben, on a toute la notion d'influence et de pouvoir. Donc, la majorité des proches aidants reconnaissaient avoir un certain pouvoir ou une certaine influence sur la personne en rétablissement. Donc, ils pouvaient essayer de venir l'influencer, cette personne-là, par la discussion. Ils pouvaient aussi l'encourager dans des comportements, à adopter des comportements qu'ils considéraient comme étant bénéfiques pour sa santé, comme l'activité physique ou une alimentation saine. Fait qu'on a une proche aidante qui nous dit, souvent, c'est moi qui l'amène, puis je la force, entre guillemets, à aller prendre une marche ou
elle nous disait aussi des fois, je la force à manger des légumes, etc., parce qu'elle pense que ça va l'aider à aller mieux. Finalement, les proches peuvent aussi aider à profiter de la vie ou profiter des bonnes choses de la vie. Puis eux-mêmes, des fois, sentent qu'ils ont une influence de par leur manière d'être. Donc, comment eux vont aborder les problèmes, comment eux vont réagir face à certaines situations, un peu comme dans une logique de modèle. Donc, je vous ai présenté 7 mécanismes, là, dans le fond, du rétablissement pour favoriser le rétablissement en santé mentale, mais ces mécanismes-là, ils ne sont pas séparés les uns des autres. Donc, ce qu'on a fait, nous, on a fait une deuxième phase d'analyse pour aller regarder comment est-ce que ces mécanismes-là allaient s'imbriquer les uns avec les autres. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est à chaque fois que les mécanismes étaient liés les uns avec les autres. Donc, à chaque fois qu'une personne nous nommait, je suis présent, donc ça me permet de, par exemple, favoriser la communication. Donc, on a les 4 mécanismes plus traditionnels, puis on a comme 3 nouveaux mécanismes qu'on a documentés, que sont la présence, la communication et l'influence. Puis, on voit que les flèches représentent quand un participant, proche ou personne aidée, a mentionné 2 mécanismes ensemble. Donc, on voit qu'il y a un petit peu des patterns qui se dessinent. Donc, ça commence par le fait d'être présent, ce qui permet de faire un soutien émotionnel puis de faire des activités ensemble. Ces deux-là permettent par la suite de rentrer en communication. Et puis ça l'entraîne, dans le fond, la possibilité de faire de la validation, d'aller influencer la personne, puis aussi d'offrir un soutien qui est tangible. Donc, en termes de discussion, maintenant, il y a plusieurs angles qu'on aurait pu prendre. Ce que je voulais souligner avec vous, c'est que l'idée pour moi de décortiquer les mécanismes, c'est que ça nous donne des pistes d'intervention. Donc, on a des processus qui peuvent être identifiés dans la relation entre un proche aidant et une personne aidée. On peut aller travailler ces mécanismes-là, les améliorer, mais on peut aussi aller les diversifier. Donc, si on a, par exemple, un proche aidant qui se considère que son rôle est beaucoup dans un soutien émotionnel, on peut peut-être l'aider à voir qu'il peut y avoir d'autres rôles, donc d'être dans un rôle plus de camaraderie, de faire des activités avec la personne. Au Québec, on a toutes les APAM, donc les organismes qui viennent en aide aux parents et aux proches de personnes vivant avec des maladies mentales. C'est ça la terminologie qu'eux utilisent, si je me souviens bien. Puis ils sont regroupés dans le réseau Avant de craquer. Donc, c'est des organismes vraiment incroyables qui valent vraiment la peine d'être connus en santé mentale puis de référer les proches vers ces organismes-là. Puis eux ont sorti, dans le fond, un modèle, si vous voulez, un modèle d'intervention qu'on pourrait dire le modèle CAP. Donc, c'est de voir les proches aidants comme ayant 3 rôles possibles. Ils peuvent avoir un rôle de client. Donc, le proche peut vivre de la détresse et avoir besoin d'aide lui-même. Ils peuvent être dans un rôle A pour accompagnateur. Donc, le proche aidant offre un soutien, notamment à l'aide des mécanismes dont on a parlé. Et puis, finalement, le proche aidant peut être un partenaire, donc un acteur social compétent qui peut être impliqué dans la planification, la recherche puis l'intervention. Donc, si on les prend un par un, mais comme client, le proche aidant comme client, on a vu que l'expérience des proches peut être très difficile émotionnellement. J'ai dit que le rétablissement, c'était l'option la plus probable du cheminement des personnes, mais c'est quand même, il y a différentes trajectoires, certains qui ne vont pas se rétablir complètement. On a des personnes aussi, ça peut être un cheminement qui est très long. Donc, pour certains proches, dans le fond, ça peut être très difficile émotionnellement. Certains peuvent avoir peur de se perdre dans cette aide-là. Certains ont pensé à quitter la relation. Certains mentionnent ne pas avoir assez de soutien eux-mêmes, manquer de connaissances, manquer d'outils ou se sentir seul. Donc, on voit que c'est paradoxal parce que leur présence en elle-même favorise le rétablissement. Donc, en termes d'intervention possible auprès des proches aidants, c'est sûr qu'on peut aller dans une intervention qui est individuelle. À ce moment-là, moi, je recommande d'aller regarder à la fois les dimensions positives et négatives de la santé mentale même du proche aidant. Donc, oui, aller voir c'est quoi le fardeau psychologique, les symptômes de détresse, d'anxiété, etc. Mais aussi aller regarder qu'est-ce que ça l'amène comme effet positif, le fait de s'occuper de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la relation d'aide aussi? Ça peut être très, très riche comme dialogue. Par la suite, en termes scientifiques, est-ce qu'il y a des interventions très, très, très solides à promouvoir? Pour l'instant, on est encore dans les balbutiements, on est encore dans les débuts des interventions démontrées scientifiquement, mais il y a des avenues intéressantes, notamment au niveau des interventions de groupe pour les proches aidants, de personnes atteintes de problèmes de santé mentale. Donc, la participation à ces interventions de groupe-là favoriserait, dans le fond, les connaissances sur le trouble, améliorer les stratégies d'adaptation, puis diminuerait la détresse puis le fardeau subjectif associé au rôle de proche aidant.
Comme accompagnateur, je pense que toute la présentation d'aujourd'hui tournait autour de ça. Donc, l'idée de pouvoir identifier des mécanismes du soutien social, dans le fond, pour moi, ça facilite l'établissement d'une intervention qui est basée sur une théorie qui est solide. On peut aussi aller regarder c'est quoi les manières d'aider en fonction de ces mécanismes-là, mais aussi les liens entre les différents mécanismes dont je vous parlais là, dans le dernier schéma. Finalement, on pourrait s'appuyer sur la notion de soutien social plus large. Donc, le soutien social, c'est vraiment un méta-concept qui renferme donc plein de petites distinctions. Donc, on peut parler du soutien social plus fonctionnel, qu'est-ce qui se passe dans la relation, comme on le fait aujourd'hui. Mais on pourrait aller le regarder aussi d'un point de vue plus structurel. C'est quoi la quantité de personnes qui sont impliquées, par exemple, dans le réseau du proche aidant ou dans le réseau de la personne en rétablissement, puis essayer d'aller augmenter ça, favoriser son intégration sociale. Donc, on peut utiliser ça, à mon sens, pour aller vraiment plus loin. Je vous ai nommé aussi l'idée d'aller vers le positif et le négatif. Donc, dans le soutien social, on appellerait ça la balance de la relation. Et puis, finalement, faut, à mon sens, un aspect qui est peu exploré, c'est la réciprocité de la relation. Donc, les études dans le soutien social nous montrent que plus une relation va des deux côtés, donc plus la personne aide et se fait aider, plus la relation elle est aidante. Donc, en d'autres termes, même pour une personne en rétablissement, si lui a l'occasion d'aider son proche aidant, ça va venir contribuer à son propre rétablissement en santé mentale par la bande. Finalement, en tant que partenaire, je pense que ma recherche montre clairement la pertinence de prendre en compte les deux perspectives en simultané, dans le fond, autant les personnes en rétablissement que les proches. Pour moi, il est clair que les proches fournissent une information vraiment importante et pertinente à prendre en compte, que ce soit en recherche, en évaluation, en application, en mise en place de services. Puis en santé mentale, il faut nommer que historiquement, dans les recherches, on avait un rôle très négatif des proches. Donc, on a vu les proches comme étant des causes du problème. Puis là, je pense qu'il est temps qu'on renverse cette vision historique-là et puis qu'on voit vraiment les proches comme faisant partie de la solution, comme faisant partie du rétablissement. Donc, une avenue intéressante qu'on peut voir dans la littérature scientifique, notamment dans tout ce qui est la littérature plus allemande et suisse, là, dans le fond, c'est la mise en place de trialogues. Donc, c'est des séminaires de discussion qui regroupent à la fois une personne en rétablissement, un proche et puis des intervenants qui sont amenés à discuter autour d'enjeux de santé mentale. Et puis, ces espèces d'interventions-là permettraient de diminuer le sentiment d'isolement des différents acteurs. Puis, ça leur donnerait vraiment un langage commun, puis ça favoriserait l'empowerment de chacun des acteurs. Donc, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que, bon, évidemment, je vous ai parlé d'un des trois blocs de résultats de ma thèse. Donc, je vous invite, pour ceux qui veulent aller plus loin là, sur ma page ResearchGate, où vous allez avoir accès à toute ma thèse en français, aux articles scientifiques qui sont en libre accès aussi, mais par contre, qui sont en anglais. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décrit, dans le fond, les mécanismes du soutien social propre au rétablissement en santé mentale. On a confirmé empiriquement la plupart des fonctions du soutien classique, du soutien social. Puis, on a proposé des nouveaux mécanismes qui avaient déjà été nommés pour la plupart dans la littérature. Pour nous, les résultats montrent vraiment la richesse du rôle joué par les proches, mais ça souligne aussi qu'eux-mêmes ont des besoins dans l'exercice de ce rôle-là qui est vraiment essentiel. Mais je pense que vous n'êtes pas un public qui est à convaincre de ça. Donc, je vous remercie de votre attention, puis on pourrait passer, là, dans le fond, à une période plus table ronde, si ça vous convient.